Règle la dette de ta sœur de 900 000 € d'ici midi, a aboyé mon père, jetant des documents falsifiés. J'ai souri, c'est fait. Des heures plus tard, j'ai fui. Il est venu pour chercher de l'argent mais a trouvé une boîte noire qui l'a fait pleurer. Le vent qui soufflait du lac Michigan était brutal cette nuit-là, faisant trembler le verre épais de mon appartement du centre-ville. J'avais 32 ans, assise à mon îlot de cuisine en marbre, entourée par un océan de rapports financiers. En tant que consultante senior en gestion de patrimoine dans l'une des firmes les plus impitoyables de Chicago, ma vie était une série de nombres, d'évaluations des risques et de décisions calculées. J'étais à exactement une semaine d'une promotion au rang d'associé pour laquelle j'avais saigné au cours des 10 dernières années. J'avais construit une forteresse de succès, une vie parfaite et inébranlable que je contrôlais complètement. Ou du moins, c'est ce que je pensais. L'illusion s'est brisée à exactement 11 heures du soir. 3 coups secs et lourds ont résonné dans mon appartement silencieux. Ce n'était pas une demande d'entrée polie. C'était une exigence. Je n'avais pas besoin de vérifier la caméra de sécurité pour savoir qui se tenait de l'autre côté de cette lourde porte en chêne. Une seule personne dans ma vie frappait comme si elle possédait le bâtiment, l'air et tout ce qu'il contenait. J'ai resserré ma robe de chambre en soie sur mes épaules, mes pieds nus silencieux sur le plancher en bois dur alors que je marchais vers l'entrée. Quand j'ai ouvert la porte, l'air glacial du couloir s'est engouffré, portant le parfum lourd et incomparable du scotch cher et des cigares importés. Grégory se tenait là, mon père. Il portait son pardessus gris anthracite sur mesure, ses cheveux argentés parfaitement ramenés en arrière, sa mâchoire serrée en une ligne dure et intransigeante. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il est simplement passé devant moi, me forçant à reculer et à laisser tomber un énorme dossier épais en cuir sur mon comptoir de cuisine immaculé avec un bruit sourd et fort. Règle la dette de 900 000 € de ta sœur d'ici midi demain, a-t-il aboyé, sa voix vibrant d'une autorité absolue. Il ne m'a pas regardé quand il l'a dit. Il déboutonnait déjà son manteau, s'installant confortablement chez moi comme si je n'étais que son assistante recevant une tâche quotidienne. L'air dans mes poumons a disparu. Le nombre résonnait dans ma tête, fort et chaotique. 900 000. Je suis resté figé pendant une fraction de seconde, mon esprit passant en revue l'absurdité totale de la demande. J'ai marché lentement vers l'îlot, mes yeux fixés sur le dossier en cuir comme s'il s'agissait d'un explosif actif. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Ton beau-frère a fait des investissements stupides » a répondu mon père, agitant une main avec dédain alors qu'il faisait les 100 pas dans mon salon. Marcus s'est impliqué avec un groupe de prêts privés. Les termes étaient agressifs. Il réclame le remboursement du prêt, et ce ne sont pas le genre de personnes qui attendent. La date limite est demain à midi. Tu vas virer les fonds et effacer la dette. J'ai tendu la main et ouvert le dossier. Les pages étaient remplies d'accords de prêts agressifs, de billets à ordre et de clauses pénales qui feraient rougir un usurier. C'était une condamnation à mort financière. Marcus, le mari de ma sœur Diana, était un raté chronique qui déguisait son incompétence avec des costumes bon marché et de grands discours. Mais même pour lui, près d'1 million € de dettes toxiques à haut rendement étaient stupéfiants. J'ai tourné jusqu'à la dernière page, prête à dire à mon père que ce n'était pas mon problème, que je n'allais pas vider mon portefeuille soigneusement construit pour sauver un idiot. Mais les mots sont morts dans ma gorge. Au bas de la page du garant, juste au-dessus de la ligne pointillée, il y avait une signature. Ma signature, signée à l'encre bleue parfaite et indéniable. La pièce a basculé. Un son aigu, froid et perçant a commencé dans mes oreilles. J'ai tracé les courbes des lettres avec mes yeux. C'était une falsification sans faille. Quelqu'un avait étudié mon écriture, pratiqué les boucles de mon nom, et m'avait lié à une catastrophe financière à mon insu. Et il n'y avait qu'une seule personne au monde qui avait accès à mes anciens documents juridiques, l'arrogance pour réussir cela, et le pouvoir de le faire passer par un courtage douteux. J'ai levé les yeux vers mon père. Il a arrêté de faire les 100 pas et a soutenu mon regard. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air impatient. Mon propre père avait falsifié mon nom pour sauver son enfant en or, et il s'attendait à ce que je paie simplement la rançon. J'ai senti un calme étrange et terrifiant m'envahir. La colère était là, mais elle se gelait en quelque chose de beaucoup plus dur. Je l'ai regardé, sentant le dernier fil de ma loyauté se briser, et j'ai souri. C'était le genre de sourire que vous faites juste avant de tout réduire en cendres. Pour comprendre la folie absolue de ce moment,
vous devez comprendre la dynamique de la famille. Les gens disent toujours que la famille est un filet de sécurité, un lieu d'amour et de soutien inconditionnel. Dans ma maison, la famille était une monnaie transactionnelle et j'étais la banque. J'ai grandi dans un immense et froid domaine de la banlieue de Chicago, un endroit où les apparences comptaient beaucoup plus que la réalité. Mon père Grégory a construit son empire immobilier commercial sur l'intimidation, le contrôle et la loyauté absolue. Chaque dîner ressemblait à une réunion de conseil d'administration hostile. Chaque allocation ou faveur était assortie d'un taux d'intérêt composé tacite. Ensuite, il y avait Diana. Ma jeune sœur était une créature délicate et belle qui a appris très tôt comment survivre dans le monde de mon père. Elle utilisait la douceur comme une arme. Alors que j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux saignent pour obtenir les rares signes d'approbation de mon père, Diana n'avait qu'à laisser couler une seule larme sur sa joue pour qu'il arrête le monde pour elle. Elle était fragile. Il disait toujours qu'elle avait besoin de protection. Ce que cela signifiait vraiment, c'est qu'elle était docile, dépendante et entièrement sous son contrôle. Moi, en revanche, j'étais indépendante, vive et résiliente. Mon père m'a étiqueté la forte. Pendant des années, j'ai porté cette étiquette comme un insigne d'honneur. Il m'a fallu une décennie pour réaliser que dans notre famille, être la forte signifiait simplement que vous étiez celle censée saigner pour que les autres n'aient pas à le faire. Quand j'avais 22 ans, cumulant 2 emplois pour payer mon diplôme de maîtrise, mon père a acheté à Diana un véhicule utilitaire de sport de luxe flambant neuf parce qu'elle se sentait triste à cause d'une rupture amoureuse. Quand elle a atteint la limite de ses cartes de crédit en achetant des vêtements de créateur, il a suggéré avec désinvolture que je l'aide avec un prêt qu'elle n'a jamais remboursé. Et quand elle a épousé Marcus, un homme dont le seul talent était d'échouer avec succès, mon père a souri et a payé pour un mariage somptueux dans un club privé. Pendant ce temps, je construisais ma carrière brique par brique, sacrifiant le sommeil, les relations et ma propre tranquillité d'esprit pour devenir incontournable dans mon domaine. J'avais passé toute ma vie d'adulte à les tirer d'affaire. J'ai payé la compte de la première maison de Diana quand Marcus a perdu son emploi. J'ai couvert ses factures médicales. J'ai discrètement réglé des dettes que mon père jugeait trop embarrassantes pour être gérées publiquement. Je l'ai fait parce que je croyais aux mensonges que Grégory avait enfoncés dans ma tête depuis l'enfance. La famille passe en premier. La famille ne tourne pas le dos quand les choses deviennent difficiles. Mais en me tenant dans ma cuisine, regardant ma signature falsifiée, la grande illusion s'est complètement dissipée. J'ai réalisé avec une clarté absolue que je n'étais pas une fille. J'étais un survivant désigné, un bouclier humain placé devant Diana pour encaisser les coups. Mon succès n'a jamais été quelque chose dont mon père était fier pour moi. Mon succès était simplement une expansion de ses propres ressources. Il se vantait auprès de ses amis du club privé de sa brillante fille qui gérait des portefeuilles pour des cadres supérieurs. Mais derrière des portes closes, il ne voyait en moi qu'un compte sans fond dans lequel il pouvait puiser. Pendant des années, j'avais avalé l'injustice. Je m'étais dit que ma stabilité financière était un privilège et qu'aider ma sœur était mon devoir. J'avais ignoré le manque de gratitude, le sentiment d'avoir tous les droits, la façon dont Diana postait des photos de vacances de luxe alors que je travaillais 70 heures par semaine juste pour maintenir son hypothèque à flot. Je les avais laissés prendre et prendre et prendre, croyant qu'éventuellement je gagnerais leur véritable respect. Mais en regardant le document devant moi, j'ai vu l'indéniable vérité. Ils ne me respectaient pas. Ils ne me voyaient même pas comme une personne avec ma propre vie, mon propre avenir ou mes propres limites. En falsifiant mon nom sur une dette de 900 000 €, mon père avait audacieusement déclaré que ma vie lui appartenait entièrement. Il était prêt à détruire mon crédit immaculé, à compromettre ma promotion imminente et à me lier à un élément criminel. Tout cela pour s'assurer que sa précieuse Diana n'ait pas à faire face aux conséquences de ses propres choix. La banque de Valérie était officiellement fermée, mais ils étaient sur le point de découvrir que cette banque recouvrait ses dettes avec une impitoyabilité absolue. Le silence dans la cuisine s'est prolongé, épais et suffocant. Grégory se tenait là, complètement indifférent au fait que je tenais entre mes mains la preuve d'un crime majeur. Il a mis la main dans la poche de son manteau, a sorti un étui en argent et a commencé à couper le bout d'un cigare. Il n'a même pas demandé s'il pouvait fumer chez moi. Il a supposé que la réponse était oui, tout comme il a supposé que je paierais la dette. « Tu as falsifié mon nom », ai-je dit. Les mots avaient le goût de la cendre. J'ai gardé ma voix parfaitement égale, dépouillée de toute émotion. Mon père a craqué une allumette, prenant son temps pour allumer le cigare.
La fumée âcre a commencé à remplir ma cuisine immaculée. Il a soufflé un épais nuage vers le plafond avant de finalement me regarder. J'ai autorisé une garantie temporaire en ton nom, a-t-il corrigé, en utilisant ce ton d'entreprise suave qu'il utilisait pour écraser ses rivaux dans les négociations. Marcus était dans le pétrin. Le groupe de prêt avait besoin d'une signature de quelqu'un ayant un portefeuille vérifiable et une valeur nette élevée. Mes actifs sont immobilisés dans le projet de développement du centre-ville. Les tiens sont liquides. C'était une décision stratégique pour protéger le nom de la famille. Une décision stratégique, ai-je répété, les coins de ma bouche tressaillant vers le haut dans un sourire sombre et sans humour. Tu as commis une fraude électronique et une usurpation d'identité pour couvrir un parasite qui ne peut pas garder un emploi. Si je ne paie pas cela, ce groupe de prêt s'en prend à moi. Ils saisissent mes comptes. Ils ruinent ma réputation professionnelle. Tu gagnes beaucoup d'argent, Valérie, a-t-il dit, sa voix descendant dans un registre bas et dangereux. Ne sois pas dramatique. Tu vas virer les fonds demain matin. Marcus signera un accord de remboursement avec toi, et nous mettrons cette vilaine affaire derrière nous. Je l'ai dévisagé, m'émerveillant de son arrogance pure et non altérée. Il croyait vraiment qu'il avait raison. Il croyait vraiment que ma décennie de travail éreintant n'était qu'un fonds de réserve avec lequel il pouvait jouer. Et si je dis non, ai-je demandé, m'appuyant légèrement contre le comptoir, croisant les bras. Et si j'apporte ce dossier directement à la police? Grégory a laissé échapper un rire court et dur. Il s'est approché de moi, amenant l'odeur de fumée et d'agression directement dans mon espace personnel. Il s'est légèrement penché en avant, ses yeux sombres se verrouillant sur les miens avec une malice absolue. Si tu fais ça, a-t-il chuchoté, chaque associé de ta firme saura que Valérie est mêlée à un énorme scandale de fraude familiale impliquant des prêteurs de l'ombre. Ton département de conformité suspendra tes licences en attendant une enquête fédérale. Cette promotion au rang d'associé pour laquelle tu as salivé, disparue. Ta réputation, détruite. Les clients ne font pas confiance aux gestionnaires de patrimoine qui amènent des agents fédéraux dans le hall. Tu perdras tout ce que tu as construit juste pour prouver ton point de vue. Il avait raison. Dans le monde hyperconservateur de la gestion de patrimoine de haut niveau, même le murmure d'un scandale financier était une condamnation à mort professionnelle. Il avait calculé cela parfaitement. Il m'avait piégé dans un coin où payer les 900 000 € était le seul moyen logique de sauver ma propre vie. Il avait transformé mon ambition en arme contre moi. La famille ne tourne pas le dos quand les choses deviennent difficiles, Valérie, a-t-il continué en citant son mantra toxique préféré alors qu'il reculait, l'air satisfait. Tu es la forte. Règle ça d'ici demain midi ou je te promets que les retombées te frapperont beaucoup plus durement qu'elles ne frapperont Marcus. Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est retourné, ses chaussures chères claquant sèchement contre le plancher en bois dur, et a franchi la porte. Il a laissé le dossier sur le comptoir, un monument silencieux à sa victoire absolue. Je suis resté seul dans l'appartement silencieux, la fumée de son cigare s'attardant toujours dans l'air comme du poison. Ma poitrine était serrée. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Le conditionnement de toute une vie, la culpabilité, le besoin désespéré de l'approbation de mon père, tout cela s'est évaporé à ce moment précis. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai verrouillé le pen dormant et je suis retourné à l'îlot de la cuisine. J'ai baissé les yeux sur la signature falsifiée une dernière fois. D'accord, papa, ai-je chuchoté dans la pièce vide. Tu veux jouer avec mon argent? Voyons ce qui se passe quand je joue avec le tien. L'horloge numérique de Montfour brillait en rouge dans la cuisine sombre. Minuit. La date limite était à exactement 12 heures. Mon père pensait m'avoir piégé dans une petite prise d'otage financière bien propre. Mais il avait fait une erreur de calcul fatale et massive. Il avait oublié que j'étais une experte dans le démantèlement et la restructuration de la richesse. Il m'avait appris les règles du jeu, mais c'était moi qui lisais vraiment les petits caractères. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix vive et éveillée ne réponde. Valérie, il est minuit. Dis-moi que quelqu'un est en train de mourir, a dit Nadia. Nadia n'était pas seulement mon avocate personnelle. C'était un requin d'entreprise qui se spécialisait dans la protection des actifs et les prises de contrôle hostiles. Elle était aussi la seule personne au monde qui connaissait la véritable étendue des enchevêtrements financiers que mon père avait tissés autour de moi au fil des ans. Personne ne meurt, ai-je dit, ma voix stable, froide et précise.
Mais j'ai besoin que tu exécutes les protocoles d'urgence. Tous, immédiatement. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Quand Nadia a repris la parole, le sommeil avait complètement disparu de sa voix, remplacé par une concentration tranchante comme un rasoir. Tu veux dire le plan de séparation, a-t-elle clarifié. Valérie, es-tu sûre? Nous avons construit ce plan comme une option nucléaire. Si j'appuie sur ce bouton, cela déclenche un événement financier catastrophique pour ton père. Cela l'exclut de tout. Les fiducies immobilières commerciales, les comptes d'investissement conjoints, la fondation familiale. Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une déclaration de guerre. Grégory a falsifié ma signature sur un prêt prédateur de 900 000 € pour Marcus, ai-je répondu calmement, marchant vers mon bureau à domicile et allumant mes 2 écrans massifs. Il a déposé les documents il y a 10 minutes. Il a menacé de faire exploser mon association si je ne le paie pas d'ici demain midi. Nous sommes déjà en guerre. Nadia, je ne fais que lancer la première frappe. J'ai entendu le bruit d'un ordinateur portable s'ouvrant de son côté, suivi du cliquetis rapide et agressif des touches. Fraude électronique et extorsion, a marmonné Nadia, son ton dégoulinant de dégoût professionnel. Incroyable. Donne-moi 20 minutes. Je vais commencer à rompre la procuration que tu lui as accordée pour la fondation. Je vais geler les 2 fiducies commerciales où il t'a inscrite comme garante principale. Il utilise ces fiducies comme garantie pour son propre capital d'exploitation. Une fois que je les verrouille, sa liquidité tombe à 0. Fais-le, ai-je ordonné, ouvrant mes propres portails bancaires. J'ai révoqué ses droits de signature sur mes comptes personnels il y a 3 ans, mais j'ai besoin que tu t'assures que le pare-feu est absolu. Je veux que chaque euro lié à mon nom soit cloisonné avant le lever du soleil. Je veux que son accès financier à ma vie soit complètement inexistant. Je vais rédiger la mise en demeure concernant la signature falsifiée et la tenir prête à être signifiée au groupe de prêt, a ajouté Nadia. Je peux geler la créance légalement avant midi. Ils devront pivoter et s'en prendre aux véritables bénéficiaires. Marcus. Non, les jeux interrompus. Retiens l'avis juridique au prêteur. Ne l'envoie pas avant demain à exactement midi. Pourquoi, a demandé Nadia, interrompant sa frappe. Si nous l'envoyons maintenant, tu es protégé immédiatement. Parce que, ai-je dit en regardant les écrans brillants de mon portefeuille, je veux que mon père entre ici demain à midi en s'attendant à une confirmation de virement bancaire. Je veux qu'il ressente une victoire absolue jusqu'à la seconde exacte où tout son monde s'effondre. Je veux qu'il se tienne chez moi les mains vides pendant que ses propres créanciers réalisent qu'il est ruiné. Nadia a laissé échapper un sifflement bas. Rappelle-moi de ne jamais falsifier ta signature, Valérie. Les pare-feux sont en train d'être mis en place. Repose-toi un peu. Demain va être incroyablement violent. Elle a raccroché. Je me suis assise dans la lumière bleue de mes écrans, regardant mes comptes se verrouiller un par un. Les verrous numériques tournaient, sécurisant ma vie, mon argent, mon avenir. Mais je savais que je ne pouvais pas me reposer. Un gel financier n'était qu'une défense. J'avais besoin d'une attaque. J'avais besoin de construire un dossier si accablant, si irréfutable qu'il ne pourrait jamais déformer l'histoire à nouveau. J'avais besoin d'un voyage dans le passé. J'ai attrapé mes clés, j'ai jeté mon lourd manteau d'hiver sur mon pyjama, et je suis sorti dans la nuit glaciale de Chicago. Le trajet jusqu'à la banlieue a duré 45 minutes, l'autoroute vide s'étirant sous la lueur orange des lampadaires. Ma destination n'était pas l'immense et imposant domaine dans lequel mon père vivait actuellement avec sa nouvelle épouse beaucoup plus jeune. Ma destination était une belle et modeste maison du milieu du siècle nichée dans un quartier calme. C'était la maison que ma mère avait achetée avant d'épouser Grégory. C'était la maison qu'elle m'avait laissée dans son testament, le seul endroit que mon père ne pourrait jamais toucher, bien qu'il ait essayé pendant des années de me convaincre de la vendre. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur. La maison était plongée dans une obscurité totale, un monument silencieux à une femme qui avait fait de son mieux pour me protéger de la machine impitoyable qu'elle avait épousée. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. L'air était vicié, sentant légèrement la poussière, le vieux bois et le parfum persistant de la lavande. J'ai allumé la lumière du couloir. Tout était exactement comme ça l'était lors de son décès il y a 5 ans. J'ai marché lentement à travers le salon, mes doigts effleurant le dos de son fauteuil préféré. Être ici me faisait toujours mal à la poitrine. Mais ce soir, je ne cherchais pas de réconfort.
Je cherchais de la clarté. J'ai marché le long du court couloir jusqu'à son petit bureau. La pièce était bordée d'étagères remplies de romans, d'albums photos et des années de ses journaux intimes. Ma mère avait été une femme douce, une médiatrice qui a passé toute sa vie à essayer d'adoucir les angles vifs de Grégory. Elle m'avait toujours dit d'être la personne la plus mature, de comprendre que l'agression de mon père n'était que sa façon d'assurer notre survie dans un monde difficile. Pendant des années, je m'étais accroché à ces paroles, les utilisant pour justifier ma propre soumission. Je pensais qu'en absorbant les fardeaux de la famille, j'honorais son héritage de paix. Je me suis assise à son bureau en chaîne et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur reposait une pile de carnets reliés en cuir. J'ai sorti le dernier journal dans lequel elle avait écrit pendant ces derniers mois. J'ai feuilleté les pages, voyant son écriture soignée et élégante. Elle écrivait sur son jardin, sa fatigue, ses espoirs que Diana trouve son indépendance. Et puis, près de la fin du livre, j'ai trouvé un passage qui m'a coupé le souffle. Il était daté de quelques semaines seulement avant sa mort. L'encre était pressée profondément dans le papier, montrant un rare moment de frustration intense. Je regarde Valérie et mon cœur se brise, lisait l'entrée. Elle est si forte, si capable, mais Grégory l'a convaincue que sa seule valeur est ce qu'elle peut nous apporter. J'ai passé ma vie à essayer de maintenir la paix, mais je vois maintenant que la paix construite sur le sacrifice de quelqu'un d'autre n'est que de l'exploitation. J'ai dit à Valérie aujourd'hui d'être toujours gentille. J'aurais aimé lui dire d'être féroce à la place. La gentillesse sans limite ne crée pas l'amour. La gentillesse sans limite devient de la servitude. Je prie pour qu'elle apprenne à s'éloigner de nous avant que nous ne la consumions complètement. Je suis resté assise dans la petite pièce silencieuse et poussiéreuse, regardant ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Servitude. Ma propre mère, la femme qui a prêché l'unité familiale jusqu'à son dernier souffle, avait réalisé la vérité avant la fin. Elle savait que j'étais dévorée vivante, et son dernier souhait était que je coupe le cordon. Un poids lourd et suffocant s'est envolé de mes épaules. La culpabilité, la peur profondément ancrée que j'étais une mauvaise fille, une mauvaise sœur, ont entièrement disparu. Mon père avait utilisé la mémoire de ma mère pour me garder dans le rang, me rappelant constamment qu'elle voudrait que nous restions unis. Mais ici, de sa propre écriture, se trouvait mon absolution. J'ai soigneusement fermé le journal et l'ai placé dans mon sac fourre-tout. Je me suis levé, regardant autour du petit bureau une dernière fois. Je me sentais différente. La fille effrayée et désespérée qui voulait l'approbation de son père était morte. La femme debout dans cette pièce était un bourreau financier armé de clarté et d'une détermination absolue. J'ai éteint la lumière, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai conduit de retour vers la ville. Il était temps de construire l'arme qui mettrait fin à cela pour toujours. Je suis retourné à mon appartement à 2 heures du matin. La ville en bas était complètement silencieuse, mais à l'intérieur de chez moi, une salle de guerre prenait vie. J'ai marché directement vers mon bureau à domicile, j'ai démarré mon imprimante laser à haut rendement et j'ai ouvert le disque dur crypté où je gardais chaque dossier financier de ma vie d'adulte. Si Grégory voulait jouer à un jeu de registre et de solde, j'allais lui donner un audit qui briserait sa réalité. L'imprimante s'est mise en marche, crachant des pages chaudes et nettes. J'ai commencé par les offenses les plus récentes et j'ai reculé à travers 12 années d'abus financiers. D'abord sont venus les documents immobiliers. J'ai imprimé l'acte de propriété et l'historique de paiement de l'hypothèque pour la maison de banlieue à 4 chambres de Diana et Marcus. Ils adoraient organiser des dîners et se vanter de leur belle maison. Ce qu'ils ne mentionnaient jamais à leurs amis, c'était que la maison appartenait légalement à une société à responsabilité limitée enregistrée à mon nom parce que le crédit de Marcus était trop détruit pour obtenir un prêt. J'ai imprimé chaque transfert mensuel que j'avais fait pour couvrir leur hypothèque quand Marcus était entre 2 emplois. 36 paiements distincts. Ensuite sont venus les sauvetages de style de vie. Le chèque de 50 000 € que j'ai écrit pour couvrir le déficit de leur mariage extravagant. Les reçus pour la location de la voiture de luxe de Diana, que j'avais discrètement reprise quand elle a menacé de la conduire dans un lac par stress. Les factures médicales, les effacements de cartes de crédit, les transferts d'argent d'urgence étiquetés et temporaires qui n'ont jamais été retournés. La pile de papier sur mon bureau devenait de plus en plus épaisse. C'était écœurant de voir tout cela étalé sous forme physique. Des centaines de milliers d'euros, des années de mon travail, empilés comme un monument à ma propre bêtise. Enfin, j'ai imprimé le coup de grâce.
Je me suis connecté à mon serveur de messagerie sécurisé et j'ai récupéré une communication d'il y a 3 ans. C'était un fil de mail entre Grégory et un courtier corrompu qu'il utilisait pour ses affaires de l'ombre. Dans l'email, Grégory discutait explicitement de contourner mon consentement pour utiliser une fiducie familiale. C'était la preuve tangible de sa volonté de commettre une fraude bien avant ce soir. J'ai imprimé le fil de mail et je l'ai placé sur le dessus de la pile, juste à côté du document de prêt falsifié qu'il avait laissé sur mon comptoir des heures plus tôt. J'ai marché dans mon placard de rangement et j'ai sorti une lourde boîte en carton noir mat. C'était une boîte cadeau haut de gamme que j'avais reçue d'un client, robuste et parfaitement menaçante dans sa simplicité. Je l'ai apportée au bureau et j'ai commencé à charger les documents à l'intérieur. Je les ai organisés méticuleusement, créant une chronologie de leur parasitisme. Je voulais qu'ils ressentent le poids de leurs actions. Je voulais que Diana voie exactement l'argent de qui payait le toit au-dessus de sa tête. Quand les documents ont été parfaitement arrangés, j'ai mis la main dans mon tiroir et j'ai sorti une petite clé de mémoire en argent. Je l'ai branchée à mon ordinateur portable, j'ai ouvert une application d'enregistrement vocal et j'ai appuyé sur enregistrer. Je n'ai pas écrit ce que j'allais dire. J'ai juste regardé le point rouge brillant sur l'écran, et j'ai laissé 12 années de rage réprimée s'écouler de moi dans un chuchotement calme et mortel. J'ai parlé pendant 5 minutes. Quand j'ai eu terminé, j'ai sauvegardé le fichier, j'ai retiré la clé de mémoire et je l'ai placée directement au centre des documents à l'intérieur de la boîte noire. J'ai placé le couvercle sur la boîte, et je l'ai scellé hermétiquement avec une épaisse bande de ruban adhésif noir. J'ai écrit le nom de Grégory sur le dessus à l'encre argentée propre et précise. La boîte ressemblait à un cercueil. D'une certaine manière, c'en était un. C'était le cercueil de notre dynamique familiale. Il était 4 heures du matin. Mes sacs n'étaient pas faits. Mon appartement était exactement comme il l'avait toujours été. Mais en regardant cette boîte noire posée sur mon bureau, je savais que j'étais déjà parti. Le soleil s'est levé sur le lac Michigan, projetant une lumière grise et froide à travers mes fenêtres du sol au plafond. Je n'avais pas dormi une seule seconde, mais l'adrénaline qui pompait dans mes veines rendait mon esprit plus vif que jamais. Je me tenais dans ma chambre, jetant l'équivalent d'exactement 5 jours de vêtements dans une petite valise cabine en cuir. J'ai emballé mon passeport, mon ordinateur portable sécurisé et le journal que j'avais pris dans la maison de ma mère. Tout le reste, les chaussures de créateur, l'art coûteux, les meubles lourds qui m'enchaînaient à cette vie, je les laissais derrière moi. À exactement 7 heures du matin, mon téléphone sur la table de nuit a vibré violemment. L'écran s'est allumé avec un nom que j'avais passé toute ma vie à essayer de satisfaire. Diana. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le téléphone bourdonner, glisser de quelques centimètres sur la table en verre, et s'éteindre. 10 secondes plus tard, il s'est allumé à nouveau. Cette fois, c'était un barrage de messages textes. Rapide et désespéré. J'ai pris l'appareil et j'ai lu les notifications. Valérie, s'il te plaît, réponds. Papa dit que tu agis comme une folle à propos du prêt. Tu dois le payer aujourd'hui. Marcus est terrifié. Ces gars ont menacé de venir à la maison. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous laisser nous noyer. Rappelle-moi maintenant. J'ai lu les mots, attendant la montée familière de culpabilité, l'envie de réparer pour apaiser son anxiété, mais il n'y avait rien, juste un silence creux et résonnant dans ma poitrine. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne s'est pas excusée que son mari ait mis mon nom sur un document frauduleux. Elle exigeait simplement son salut comme elle l'avait toujours fait. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, éteignant complètement le téléphone, et je l'ai jeté dans la poubelle la plus proche. J'avais déjà acheté un téléphone jetable et un nouvel ordinateur portable la semaine précédente pour un voyage d'affaires sécurisé. Ils étaient rangés en toute sécurité dans mon sac. L'ancienne Valérie était injoignable. J'ai fermé la valise et j'ai marché dans le salon. La boîte noire était posée lourdement sur l'îlot de la cuisine. Je l'ai prise, sentant le poids substantiel de tout ce papier, et je l'ai portée dans le hall d'entrée. Je l'ai placée parfaitement au centre du sol en marbre, exactement là où la lumière du matin l'atteignait. C'était la première chose que quiconque verrait en franchissant la porte. J'ai fait une dernière inspection de l'appartement. J'ai débranché le routeur, m'assurant que personne ne pourrait accéder à mon réseau domestique. J'ai réglé le thermostat à 50 degrés. Je voulais que l'appartement soit aussi froid et mort que ma relation avec eux. Enfin,
j'ai synchronisé la caméra de sécurité au-dessus de ma porte directement avec mon nouvel ordinateur portable sécurisé. Où que je sois dans le monde, j'aurai une place au premier rang pour voir le moment exact où mon père réaliserait qu'il avait perdu. À 8 heures du matin, j'étais à l'arrière d'une voiture noire, filant vers l'aéroport international OR. J'ai regardé les gratte-ciel de Chicago rétrécir dans le rétroviseur. Les immenses bâtiments de verre où j'avais bâti ma réputation, les rues où j'avais fait des courses pour mon père. Les restaurants où j'avais payé les dîners coûteux de Diana. Tout s'est évanoui dans le brouillard hivernal gris. L'embarquement pour mon vol vers Portland, dans le Maine, commençait dans 2 heures. J'avais loué un chalet isolé face à l'océan sous une société à responsabilité limitée d'entreprise des mois auparavant. Initialement prévu pour une retraite d'écriture tranquille pour étudier en vue de mes examens finaux d'association. Maintenant, c'était ma forteresse de solitude. Alors que la voiture s'arrêtait au terminal des départs, j'ai ouvert mon nouvel ordinateur portable et j'ai vérifié ma messagerie cryptée. Il y avait un seul message d'une ligne de Nadia envoyé à exactement 8h15. Le pare-feu est verrouillé. Le roi n'a plus de château. J'ai souri, j'ai donné au chauffeur un pourboire généreux et je suis entré dans l'aéroport. Le compte à rebours avait commencé. Il était 8h30 du matin. Dans 3h30, la date limite de midi frapperait. Grégory était sur le point de marcher dans mon appartement, s'attendant à une reddition, mais tout ce qu'il trouverait serait la boîte noire, attendant dans le silence. Il était exactement 9h du matin quand Grégory a poussé les lourdes portes tournantes en verre de ma firme de gestion de patrimoine du centre-ville. Il n'avait pas de rendez-vous. Il n'en avait pas besoin, dans son esprit, du moins. Pendant des années, il avait traité mon bureau comme une extension de son propre empire d'entreprise, passant devant la réception avec cette confiance terrifiante et imméritée. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, les fondations sur lesquelles il marchait s'effondraient déjà, même s'il ne le savait pas encore. Pendant que j'étais assise dans un siège en cuir confortable en première classe, sirotant de l'eau pétillante à 30 000 pieds et regardant les nuages s'étirer sans fin au-dessus du Midwest, les caméras de sécurité de mon ancien bureau capturaient le début de sa chute. Mon ancienne assistante, une jeune femme vive qui avait toujours été intimidée par mon père, était assise au bureau de la réception quand il s'est avancé. « Dis à Valérie que je suis là » a ordonné Grégory, posant une mallette en cuir sur le bureau de réception en acajou. « Dis-lui d'apporter le dossier Marcus et l'autorisation de virement bancaire. J'ai un emploi du temps serré aujourd'hui, et je ne vais pas attendre. » Mon assistante a dégluti difficilement, le regardant avec un mélange de peur et de confusion. « Je suis désolé, monsieur a-t-elle balbutié, les mains tremblant légèrement au-dessus de son clavier. « Valérie n'est pas là. »« Ne joue pas à des jeux avec moi, a-t-il lâché sèchement, sa voix résonnant dans le hall calme et luxueux. Plusieurs associés juniors ont tourné la tête pour regarder. « Je sais qu'elle a la revue de marché de 9h. Va dans son bureau et fais-la sortir. Dis-lui que c'est une urgence absolue concernant l'obligation familiale de 900 000 €. Monsieur elle n'est pas dans le bâtiment, a répété l'assistante, sa voix gagnant une fraction d'once de courage. Valérie a démissionné. Avec effet immédiat, elle a envoyé un email à toute l'entreprise à 6h du matin, a remis ses clés physiques au gardien de nuit et a complètement cédé son portefeuille aux associés principaux. Elle ne travaille plus ici. Grégory s'est figé. La certitude absolue sur son visage s'est fissurée pendant une fraction de seconde. L'idée que j'abandonne mon association, la promotion pour laquelle j'avais saigné pendant 10 longues années, lui était entièrement incompréhensible. Il a fixé l'assistante, traitant les mots, et puis sa colère a éclaté pour masquer sa panique soudaine. « C'est impossible, a-t-il grogné, se penchant sur le bureau pour l'intimider. Appelle son téléphone tout de suite. Ça va directement sur la messagerie vocale, monsieur, a répondu l'assistante, se recroquevillant dans sa chaise. Nous avons essayé de la joindre toute la matinée pour gérer les documents de transition, mais son numéro est déconnecté. Grégory a sorti son propre téléphone de la poche de son manteau et a composé mon numéro. Je ne pouvais qu'imaginer la couleur rouge brûlante et furieuse de son visage alors qu'il écoutait l'opérateur automatisé lui dire que le numéro n'était plus en service. Il a claqué son téléphone sur le bureau. Il devait montrer du pouvoir. Il devait prouver qu'il avait toujours le contrôle. Il a sorti sa carte de crédit d'entreprise en métal lourd et élégant, celle liée directement à la fiducie commerciale qu'on avait gelée des heures auparavant. Bien, a-t-il aboyé. Je dois embaucher l'un de vos associés principaux tout de suite pour retrouver ses actifs.
facturer une provision de 50 000 € sur cette carte et amener le directeur général ici immédiatement. L'assistante a pris la lourde carte en métal, l'a glissée dans son terminal, et a attendu. La machine a bipé, faisant clignoter un message d'erreur rouge vif. Elle a essayé à nouveau. Un autre flash rouge. Elle a levé les yeux vers mon père, les yeux écarquillés par un choc absolu. « Je suis désolé, monsieur » a-t-elle chuchoté, repoussant la carte sur le bois d'acajou. Elle est refusée. Il est écrit que le compte a été complètement verrouillé par le garant principal. Mon père se tenait au centre du hall somptueux, entouré de richesses et de pouvoir, tenant un morceau de métal inutile. Pour la première fois de sa vie, ses commandes ne signifiaient absolument rien. L'armure de contrôle qu'il avait portée pendant des décennies commençait à rouiller pièce par pièce pendant que j'étais à des kilomètres au-dessus de la terre, respirant enfin de l'air libre. L'horloge dans le coin inférieur droit de l'écran de mon nouvel ordinateur portable est passée à exactement 12 heures de l'après-midi. Midi, la date limite. J'étais assise à une petite table en bois rustique dans un chalet côtier loué dans le Maine, enveloppé dans un épais pull en laine. Dehors, l'océan Atlantique s'écrasait contre le rivage rocheux, envoyant de l'écume blanche dans l'air glacial. C'était une belle et violente démonstration de la nature. À l'intérieur, cependant, je regardais une tempête d'un autre genre se dérouler. J'avais le flux en direct de la caméra de sécurité de mon appartement de Chicago affiché sur l'écran en haute définition. Le couloir devant ma porte d'entrée était vide et silencieux. Et puis, pile à l'heure, les portes de l'ascenseur au bout du couloir se sont ouvertes. Grégory a marché dans le corridor. Ses cheveux argentés habituellement immaculés étaient légèrement en désordre, et son coûteux manteau gris anthracite avait l'air froissé. La panique des échecs bancaires de la matinée avait clairement fait des ravages. Marchant un demi-pas derrière lui se trouvait Diana. Elle avait l'air d'une épave absolue. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur, probablement pour cacher des yeux gonflés, et elle serrait son sac à main de créateur contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Ouvre cette porte, Valérie » a ordonné Grégory, frappant son poing lourd contre le bois de chêne épais. « Nous savons que tu es là-dedans. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Mes comptes sont gelés. La banque pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ouvre la porte tout de suite. » Il a de nouveau frappé à la porte, le son vibrant à travers le microphone et résonnant doucement dans mon paisible chalet du Maine. Diana s'est avancée, poussant ses lunettes de soleil dans ses cheveux. Son visage était pâle et taché de larmes. « Valérie, s'il te plaît » a-t-elle crié, se penchant vers la porte. Marcus fait ses valises. Il dit que les prêteurs vont lui briser les jambes si nous ne virons pas les 900 000 € aujourd'hui. Tu dois arrêter d'être aussi égoïste. Nous sommes une famille, s'il te plaît. Égoïste. Le mot a résonné dans mon esprit. Même maintenant, se tenant au bord de la ruine totale, il croyait fermement que mon argent leur appartenait et que mon refus de me rendre était un acte de cruauté. J'ai regardé l'écran, mon expression complètement vide, ne ressentant aucune envie de tendre la main, aucune envie de réparer quoi que ce soit. Grégory en avait fini de demander. Il a reculé, le visage déformé par une rage absolue, et a sorti un petit outil en métal lourd de sa poche. Mon père avait toujours cru que toute porte se dressant sur son chemin pouvait être forcée, soit avec de l'argent, soit avec la force brute. Il a enfoncé l'outil dans le mécanisme de la serrure. Il l'a tordu violemment, grognant d'effort, se souciant complètement peu que la sécurité du bâtiment puisse le voir. Avec un craquement sec que le microphone a parfaitement capté, le peine dormant a cédé. Il a poussé la lourde porte et a fait irruption dans l'appartement avec Diana le suivant nerveusement. Le flux de la caméra est passé à la vue intérieure, capturant tout le salon et le coin cuisine. « Valérie » a-t-il crié, sa voix rebondissant sur les murs nus. « Où es-tu » Mais l'appartement était d'un silence de mort. J'avais laissé le thermostat réglé à 50 degrés, et l'air glacial les a envahis immédiatement. L'endroit avait l'air intact, immaculé et complètement creux. Il n'y avait pas de sac, pas de manteau près de la porte, aucun signe de vie quel qu'il soit. Ils se tenaient dans l'entrée, regardant autour d'eux dans une confusion totale. La réalisation que j'étais réellement parti, que j'avais abandonné ma forteresse, a commencé à s'infiltrer lentement dans leur esprit. Puis les yeux de Grégory se sont fixés sur l'îlot de la cuisine. Assise en plein centre sur le comptoir en marbre, illuminé par un seul rayon de soleil d'hiver froid coupant à travers la fenêtre, se trouvait la lourde boîte en carton noir mat.
Sur le dessus, écrit à l'encre argentée frappante, se trouvait son nom. Il l'a fixé pendant un long moment, le silence de l'appartement vide bourdonnant dans ses oreilles. Il a marché lentement vers l'îlot de la cuisine, ses pas lourds et hésitants, attiré par la boîte comme un papillon de nuit par une flamme. Le piège était tendu. La porte était verrouillée derrière lui, et il était temps pour l'exécution. À travers l'objectif de la caméra haute définition, j'ai regardé mon père s'approcher de l'îlot de la cuisine. Sa mâchoire était serrée, un muscle tressaillant dans sa joue alors qu'il baissait les yeux sur la boîte noire. Diana planait nerveusement à quelques pas derrière lui, ses bras étroitement enroulés autour de sa propre taille, sentant l'énorme changement dans l'atmosphère. Le lourd silence dans l'appartement semblait suffocant même à des milliers de kilomètres de là. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Diana, sa voix tremblante, semblant très petite dans la grande pièce vide. A-t-elle laissé un chèque? A-t-elle laissé l'argent? Grégory n'a pas répondu. Il a tendu les deux mains et a attrapé l'épais ruban adhésif noir scellant la boîte. Avec un mouvement brusque, violent et en colère, il a arraché le ruban. Le bruit de l'adhésif se déchirant a résonné sèchement. Il a enlevé le couvercle et l'a jeté négligemment sur le sol. Il a mis la main à l'intérieur et a sorti l'énorme pile de papier. Des centaines de documents, relevés bancaires, virements et contrats juridiques. Alors qu'il les sortait, la pile a glissé et des dizaines de papiers se sont répandus sur le comptoir en marbre immaculé, tombant en cascade sur le plancher en bois dur comme une cascade de preuves indéniables. « Qu'est-ce que c'est que ces ordures » a-t-il marmonné, c'est en bougeant frénétiquement alors qu'il essayait de trier le chaos. Il a ramassé une feuille au hasard. C'était le reçu pour un transfert de 50 000 € que j'avais fait pour couvrir le déficit salarial de son entreprise il y a 5 ans. Il l'a laissé tomber et en a ramassé un autre. Un relevé de carte de crédit montrant un remboursement massif pour la virée shopping de luxe de Diana. Diana s'est agenouillée sur le sol, ramassant les papiers qui étaient tombés près de ses pieds. Elle a fixé un document épais et agrafé avec un sceau officiel de l'État dessus. Ses yeux se sont écarquillés, scrutant le texte. « Papa » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant dans une terreur pure. « Papa, c'est l'acte de propriété de ma maison. La maison où Marcus et moi vivons. » « Je sais que c'est ta maison, Diana » a-t-il lâché sèchement, sans la regarder, creusant toujours dans la pile sur le comptoir. « Pose ça et cherche une traite bancaire. » Elle a dû laisser une traite bancaire pour les 900 000. « Non, tu ne comprends pas » a crié Diana, se levant et tenant le papier avec des mains tremblantes. Le propriétaire indiqué sur cet acte est une société à responsabilité limitée. C'est la société holding de Valérie. Elle possède ma maison, papa. Elle possède le toit au-dessus de ma tête. Grégory s'est arrêté net. Il a lentement tourné la tête pour regarder son enfant en or, la réalisation le frappant comme un coup physique. Alors qu'il pensait avoir tiré les ficelles, j'avais tranquillement acheté la scène entière. Il s'est retourné vers les papiers restants dans la boîte. Ses mains tremblaient maintenant. Il bougeait plus lentement, plus délibérément. Il a atteint le bas de la pile et a sorti le seul fil de mes imprimés. Celui entre lui et son courtier corrompu, la preuve indéniable de son intention de commettre une fraude. J'ai regardé son visage devenir entièrement exsangue. L'arrogance, la colère, la certitude absolue de sa supériorité ont fondu en un instant, remplacés par la terreur pure et nue d'un homme qui réalisait soudainement qu'il faisait face à la prison fédérale. Sous ce dernier morceau de papier reposait la petite clé de mémoire en argent. Il l'a ramassée. Sa respiration était superficielle et erratique. Il a regardé l'enceinte intelligente Bluetooth posée sur l'étagère de l'autre côté de la cuisine. Avec des doigts tremblants, il s'est approché, a branché la clé dans le port et a appuyé sur le bouton de lecture. La connexion audio sur le flux de sécurité a crépité pendant une fraction de seconde avant que ma voix ne remplisse l'appartement glacial. J'avais l'air entièrement différente de la fille qu'il connaissait. Il n'y avait pas de chaleur, pas d'anxiété, pas de désir désespéré de plaire. La voix résonnant à travers le haut-parleur était froide, clinique et complètement détachée. « Bonjour, papa. »« Bonjour, Diana. » L'enregistrement a commencé. « Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous avez fait irruption chez moi en vous attendant à trouver 900 000 € pour vous sauver de vos propres erreurs catastrophiques. Je suis sûr que vous êtes en colère. Je suis sûr que vous vous sentez trahi. Mais j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce qui se passe en ce moment. » J'ai regardé Grégory s'enfoncer lentement dans l'un des hauts tabourets de bar en cuir.
On aurait dit que ses os s'étaient soudainement transformés en plomb. Diana se tenait figée au centre de la pièce, des larmes coulant librement sur son maquillage ruiné. Pendant 12 ans, j'ai été votre banque, a continué l'enregistrement doucement. J'ai payé pour les voitures, les maisons, le mariage, les entreprises commerciales ratées et les sauvetages d'entreprises discrets. Je l'ai fait parce que vous m'avez appris que la famille exige des sacrifices. Mais hier, quand tu as déposé ce document de prêt falsifié sur mon comptoir, tu n'as pas demandé un sacrifice. Tu as exigé ma destruction. Tu étais prêt à sacrifier ma carrière, mon statut juridique et tout mon avenir juste pour couvrir Marcus. Une lourde pause a plané dans l'audio enregistré, laissant le poids de l'accusation s'installer sur eux. Donc, j'ai pris ma propre décision stratégique, a résonné ma voix. Chaque centime de mon argent a disparu. La fiducie commerciale que tu as utilisée pour gérer ta société immobilière est gelée. Mon avocate, Nadia, a révoqué ta procuration et a initié une séparation hostile complète de tous les actifs conjoints. À partir de 8 heures ce matin, tu as 0 liquidité. Papa, tes cartes de crédit seront refusées. Ton capital d'exploitation a disparu. Le conseil d'administration recevra un audit complet de tes excès financiers d'ici la fin de la semaine. Grégory a enfoui son visage dans ses mains. Un gémissement bas et angoissant s'est échappé de ses lèvres. Et en ce qui concerne la dette de 900 000 €, a dit ma voix, coupant à travers son désespoir comme un couteau. J'ai conservé des copies de la signature falsifiée avec l'email prouvant ton intention de commettre une fraude. Si les prêteurs s'en prennent à moi, je remettrai ces documents directement aux autorités fédérales. Je suis intouchable. Toi, cependant, tu es complètement exposé. Diana a laissé tomber l'acte de sa maison sur le sol et s'est couvert la bouche, étouffant un sanglot fort et désespéré. Ce n'est pas une vengeance, a conclu l'enregistrement, le ton descendant à une finalité absolue et silencieuse. C'est simplement un grand livre qui est équilibré. Vous m'avez pris tout ce que vous pouviez et maintenant le compte est vide. Je suis parti. Ne me cherchez pas. Ne m'appelez pas. Vous êtes enfin livré à vous-même. Adieu. L'enregistrement s'est arrêté, laissant l'appartement dans un silence assourdissant et écrasant. Grégory n'a pas bougé. Il est resté assis, voûté sur l'îlot en marbre, regardant fixement la pile de papier qui représentait son empire ruiné. Il était entré dans cette pièce comme un roi exigeant un tribut, et en exactement 5 minutes, il avait été réduit à un mendiant absolu. Le filet de sécurité avait disparu et le sol se précipitait à leur rencontre. Les conséquences immédiates ont été comme regarder un accident de voiture catastrophique au ralenti. Grégory était assis complètement paralysé sur le tabouret de bar, son coûteux manteau pendant de ses épaules comme un linceul. Il fixait la clé de mémoire en argent dépassant du haut-parleur, incapable de comprendre la totalité absolue de sa défaite. L'homme qui avait contrôlé chaque récit, manipulé chaque résultat et intimidé son chemin à travers la vie, avait finalement rencontré un objet immobile, et c'était sa propre fille. Diana, cependant, s'est brisée instantanément. La fragile bulle de verre dans laquelle elle avait vécu toute sa vie venait d'être fracassée avec un marteau. Elle a regardé autour d'elle dans l'appartement glacial et vide, les yeux fous de panique. « Papa » a-t-elle gémi, faisant un pas vers lui. « Papa, qu'allons-nous faire ? Marcus va me quitter. Les prêteurs vont tout prendre. Papa, répare ça. Appelle-la. Dis-lui que tu es désolé. Répare ça. » Grégory a lentement levé la tête. Ses yeux étaient creux, dépourvus du feu agressif qui brûlait habituellement en eux. Il a regardé son enfant en or, la fille qu'il avait ruinée en ne la laissant jamais tomber, et pour la première fois, il n'avait absolument rien à lui offrir. « Je ne peux pas le réparer, Diana, a-t-il chuchoté, sa voix se brisant, semblant incroyablement vieille et incroyablement faible. C'est parti. Tout est parti. Elle a pris les clés du royaume. Diana a laissé échapper un cri viscéral et horrifiant. C'était un son de terreur pure et non altéré et de droit qui lui était arraché simultanément. Elle est tombée à genoux sur le plancher en bois dur en plein milieu des documents financiers éparpillés. Elle a attrapé des poignées de ses propres cheveux, sanglotant violemment, hurlant mon nom encore et encore dans la pièce vide. « Valérie, s'il te plaît. Valérie, reviens » a-t-elle crié, se balançant d'avant en arrière parmi les papiers. À ce moment précis, le capteur de mouvement de la caméra du couloir s'est déclenché. J'ai regardé un écran secondaire apparaître sur mon ordinateur portable. C'était Madame Higgins,
ma vieille voisine d'en face. Elle avait entendu les cris et le bruit de la porte forcée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant étroitement son gilet autour de sa poitrine, regardant avec une horreur absolue la scène se déroulant à l'intérieur de mon appartement. Elle a vu la serrure cassée. Elle a vu Grégory, un homme brisé et vaincu affalé sur le comptoir, et elle a vu Diana se débattre sur le sol dans une flaque de larmes et de documents légaux, suppliant pour une sœur qui était déjà à 1000 kilomètres de là. Madame Higgins a lentement sorti son téléphone, les mains tremblantes et a appuyé sur enregistrer, capturant l'effondrement indéniable et pathétique de la hiérarchie de la famille. Assise dans mon chalet tranquille du Maine, écoutant le fracas rythmique des vagues de l'océan à l'extérieur, j'ai regardé Diana pleurer. Pendant une brève seconde fugace, le vieil instinct conditionné s'est ravivé dans ma poitrine. L'envie de décrocher le téléphone, de transférer des fonds, d'adoucir les aspérités de leur vie pour qu'ils n'aient pas à souffrir. C'était une douleur fantôme, la douleur d'un membre sectionné. Mais ensuite je me suis souvenu de la signature falsifiée. Je me suis souvenu du journal de ma mère. Je me suis souvenu que les sauver signifierait seulement me noyer moi-même. J'ai tendu la main et j'ai doucement appuyé sur le bouton d'alimentation de mon ordinateur portable. L'écran est devenu noir, coupant l'audio des gémissements de Diana, coupant la vue de la défaite de mon père. Le chalet s'est instantanément rempli de rien d'autre que le bruit du vent et de la mer. La transaction était terminée. La boîte noire avait parlé, et j'étais enfin véritablement libre. 3 semaines se sont écoulées dans un beau silence absolu. Je n'ai pas acheté de télévision pour le chalet. Je n'ai pas lu les nouvelles financières de Chicago. J'ai passé mes matinées à marcher le long du littoral déchiqueté, laissant le vent glacial de l'océan effacer 12 années de poison corporatif et familial de mes poumons. J'ai bu du café bon marché dans un petit restaurant, j'ai porté des pulls surdimensionnés et j'ai dormi 9 heures par nuit sans me réveiller en sueur froide. Mais même si j'avais quitté le champ de bataille, les bombes que j'avais posées explosaient encore chez moi. Nadia, fidèle à sa nature d'avocate impitoyable, a insisté pour me donner un seul appel de mise à jour complet un mardi après-midi. Je me suis assise sur mon porche en regardant un bateau de pêche au homard se balancer au loin et j'ai écouté les retombées. C'est un massacre absolu, Valérie, a dit Nadia, sa voix vibrant pratiquement de satisfaction professionnelle. Quand le conseil d'administration de l'entreprise immobilière de ton père a vu le gel financier et les déclencheurs d'audit, ils ont tenu un vote d'urgence à minuit. Grégory a été évincé de son poste de directeur général avant que le soleil ne se lève lundi. Ils l'ont dépouillé de ses capitaux propres pour couvrir les dettes à effet de levier. Il est actuellement en train de liquider ses actifs personnels juste pour empêcher sa nouvelle femme de déclarer faillite. J'ai regardé une mouette plonger dans l'eau, ressentant un étrange détachement de l'homme qui me terrifiait autrefois. Et le prêt falsifié, ai-je demandé doucement. Les prêteurs ont essayé de se tourner vers toi, a répondu Nadia. Mais au moment où je leur ai signifié les preuves de la falsification et menacé d'impliquer les autorités fédérales, ils ont complètement reculé. Ils s'en sont pris directement au véritable signataire. Marcus. Que lui est-il arrivé, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Les lâches fuient toujours. Il a paniqué, a dit Nadia, laissant échapper un petit rire cynique. Il a vidé ce qui restait dans le compte courant de Diana, a fait un sac au milieu de la nuit et a fui l'État. Les prêteurs sont actuellement à sa recherche. Diana est complètement seule. Elle a essayé de contester l'expulsion de la maison, mais puisque ta société holding la possède, elle n'avait aucune base légale. La propriété est actuellement sur le marché. J'ai entendu par un contact commun qu'elle a pris un emploi de serveuse dans un petit restaurant en banlieue pour payer un petit appartement bon marché. Un lourd silence s'est installé sur la ligne téléphonique. Diana, la fille qui pleurait si son véhicule de sport de luxe avait la mauvaise couleur d'intérieur, portait maintenant des assiettes d'œufs et essuyait des tables collantes juste pour survivre. C'était une dure réalité, mais c'était la réalité dont elle avait été protégée toute sa vie. Ils ont essayé de te contacter par mon intermédiaire des dizaines de fois, a ajouté Nadia, son ton s'adoucissant légèrement. Grégory veut négocier. Diana ne fait que pleurer et demander ton nouveau numéro. Veux-tu que je transmette des messages? J'ai pris une profonde inspiration de l'air salin de l'océan. Non, ai-je dit doucement. Pas de message. Le silence est le seul professeur qu'il leur reste. J'ai raccroché le téléphone. Il n'y avait aucune joie à entendre parler de leur destruction. Il n'y avait pas de cris de triomphe ni de coups de poing en l'air. Il n'y avait qu'une acceptation calme et solennelle.
J'avais amputé un membre malade pour sauver le reste du corps. C'était violent. C'était douloureux, mais c'était nécessaire pour la survie. Le printemps est arrivé dans le Maine, dégelant lentement la glace le long de la côte rocheuse et apportant une odeur fraîche et propre à l'air. À mon 3e mois dans le chalet, la vie chaotique et à grande vitesse que j'avais vécue à Chicago ressemblait à un film que j'avais regardé il y a longtemps. Je n'avais aucun désir de retourner dans le monde impitoyable de la gestion de patrimoine. Au lieu de cela, j'ai trouvé une autre forme de richesse. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire local à Portland 2 fois par semaine. J'ai animé un petit atelier du soir pour les femmes sur l'indépendance financière et la définition des limites. Ma salle de classe était une pièce modeste avec des chaises pliantes et un tableau blanc qui grinçait. Les femmes qui y assistaient étaient exactement comme j'étais avant. C'étaient des mères qui vidaient leur compte de retraite pour renflouer des fils adultes. C'étaient des sœurs qui s'endettaient sur leur carte de crédit pour apaiser des frères et sœurs exigeants. C'étaient des femmes qui se noyaient dans le mensonge toxique selon lequel la famille signifie s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Je leur ai appris à lire les grands livres, à construire des pare-feux de crédit, et surtout, à dire le mot non sans s'excuser. Chaque fois que je me tenais devant ce tableau blanc, je sentais les fantômes persistants de mon passé perdre complètement leur emprise sur moi. Un après-midi, à mon retour du centre communautaire, j'ai trouvé une enveloppe blanche ordinaire dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture instantanément. C'était celle de Grégory. Les traits lourds et agressifs que j'avais craints toute ma vie étaient maintenant légèrement tremblants et inégaux. J'ai emmené l'enveloppe sur la plage. Je me suis assise sur un morceau de bois flotté, écoutant le fracas rythmique des vagues, et je l'ai déchiré. C'était une simple feuille de papier ligné bon marché. Valérie lisait la lettre. J'ai tout perdu. L'entreprise, la maison, le respect de mes pères. Pendant des semaines, je t'ai blâmé. J'ai maudit ton nom. Mais hier, j'ai regardé Diana terminer une journée de 10 heures dans un petit restaurant. Elle avait l'air épuisée, mais elle n'a pas pleuré, et elle n'a pas demandé la charité. Elle est juste rentrée chez elle à pied. J'ai réalisé alors qu'en nous brisant, tu étais la seule qui ait vraiment essayé de nous sauver. Je t'ai appris comment être impitoyable en affaires, mais j'ai oublié de t'apprendre comment être aimé. Tu as trop bien appris la première leçon, et je paie le prix pour la seconde. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je comprends. Papa. J'ai lu les mots 2 fois. Il n'y avait aucune manipulation, aucune demande d'argent, aucun voyage de culpabilité toxique, juste un homme brisé voyant enfin le naufrage qu'il avait causé. C'était la chose la plus proche d'une excuse que je ne recevrais jamais de sa part. Et étonnamment, c'était suffisant. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans la poche de mon manteau et je me suis levé. Le soleil commençait à se coucher sur l'Atlantique, projetant de brillantes traînées de violet et d'or sur l'eau. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant plus légère que je ne l'avais été en 32 ans. Pendant toute ma vie, je pensais que le pouvoir venait du contrôle. Je pensais que le pouvoir consistait à avoir le meilleur travail, le plus d'argent, la capacité de réparer chaque désastre que ma famille créait. Je pensais que je devais tout maintenir ensemble. Mais debout là sur le rivage avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos et la paix dans mon cœur, j'ai réalisé la vérité. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle. Le vrai pouvoir vient de la volonté de s'en aller. Il vient du fait de regarder le chaos, de poser le fardeau et de simplement le laisser partir. J'ai tourné le dos à l'océan et j'ai marché vers la chaleur de mon chalet, prête à vivre une vie qui m'appartenait enfin entièrement.